en remerciant beaucoup de monde. Je voudrais remercier l'École des hautes études, son directeur qui nous accueille. Je voudrais aussi en particulier remercier Cécile Vidal et Paulin Ismar, Camille Lefebvre, sans lesquels cette réunion n'aurait pas eu lieu, parce qu'ils ont été vitaux dans l'organisation et ont vraiment aidé à mobiliser des gens de fonds, des structures. Je voudrais bien sûr remercier monsieur le député Biranda Abid, qui est aussi le président de l'IRA Mauritanie, et Ali Bouzou, le secrétaire général de l'ONG nigérienne Timidria. Je voudrais aussi surtout remercier les amis africaines et ceux de la diaspora africaine qui sont si nombreux ici aujourd'hui. Je vois une salle pleine. Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez ici pour ce débat et j'apprécie beaucoup votre présence. Je sais que certains parmi vous ont voyagé de loin, pas seulement d'autres villes de la France, mais aussi d'autres pays. Donc, merci pour être ici avec nous. Aussi, finalement, je dois m'excuser pour mon français, qui n'est pas parfait, et il faudra être un peu patient. Alors, le fait de parler d'abolitionnisme de l'esclavage au XXIe siècle peut sembler une contradiction à certains parmi nous. Comment abolir l'esclavage aujourd'hui? Est-ce que l'esclavage n'a pas déjà été aboli plusieurs fois? Est-ce que l'abolition de l'esclavage n'est pas un fait du XIXe siècle? Donc, je pense que pour beaucoup, peut-être dans cette salle, le fait de parler d'abolitionnisme, non pas d'esclavage illégal, mais d'abolitionnisme, d'une nécessité de se mobiliser pour rendre efficace l'abolition de l'esclavage, peut être peut-être une contradiction ou une surprise. Mais en effet, il y a des contextes en certaines régions de l'Afrique, et on parle toujours aujourd'hui surtout de l'Afrique du Sahara-Sahel, où l'esclavage continue à être considéré comme une institution politiquement et moralement légitime par certains groupes circonscrits et restreintes de la société, mais avec des conséquences pour de très grands groupes de la société, comme vous allez entendre aujourd'hui. Il y a des endroits où quelqu'un peut encore acheter une jeune fille et la forcer à vivre avec lui, more uxorio, comme on dirait, c'est-à-dire avec des fonctions de femme, toutes les fonctions qu'une femme peut avoir, la payer 300 € par exemple, elle peut avoir 13 ou 14 ans, et après elle devra, peine de pénalisation très forte, vivre avec la personne qui l'a acheté, avoir des enfants avec lui et travailler presque comme une servante pour ces autres femmes libres. Il y a des cas bien connus de ce type de situation. Il y a aussi eu des situations, il y a quelques années au Niger, où un juge de l'État a pu donner raison à un esclavagiste qui avait acheté une fille de ce type, le fameux cas de Khadija Toumani. Et dans un procès qui a été une situation judiciaire complexe, qui a eu plusieurs reprises, mais dans les premières étapes de ce procès, le juge a dit que ce monsieur avait eu raison s'il craignait de tomber dans la faute de la fornication. Et donc, ce n'était pas la femme, la jeune fille qui avait été vendue et mise en esclavage qui avait raison, mais c'était plutôt celui qui l'avait acheté qui avait eu raison, parce que sans cette femme esclave, la moralité, sa moralité et la possible tentation de tomber dans la faute du zina ou de fornication aurait pu être une corruption de la moralité sociale et pas seulement. Et donc, vous voyez que c'est des contextes où le problème de l'esclavage n'est pas tout à fait encore réglé, pas seulement parce qu'il y a des personnes qui se trouvent illégalement dans une situation d'esclavage, dans des réseaux souterrains de trafiquantes, mais parce que
on a aussi parfois, dans des familles, dans des villages, des gens qu'on regarde comme des esclaves, et parfois, c'est des gens qu'on peut même faire travailler comme des esclaves, ou même vendre. Donc, qu'est-ce que explique cette situation? Aujourd'hui, dans ce contexte, des ONG et des mouvements sociaux africains sont en train de s'opposer à l'esclavage. Ces mouvements et ces ONG sont quand même nés assez récemment, dans les derniers 40 ans à peu près. Donc, qu'est-ce qui explique la mort lente de l'esclavage dans certains contextes africains? Pourquoi l'abolitionnisme africain s'est-il développé relativement tard? Et qu'est-ce qui explique la résilience d'idéologies qui peuvent considérer l'esclavage comme une institution légitime ou même une nécessité hiérarchique parmi certains milieux? Les intervenants qui suivront mon introduction vont illustrer ces circonstances par leur connaissance de ce terrain direct et leur lutte. Mais on m'a demandé de donner quelques éléments de contextualisation historique et d'interprétation pour introduire leur présentation. Donc, l'abolition légale de l'esclavage sur le continent africain s'est produite tardivement comparée aux abolitions dans d'autres continents. Elle a été aussi imposée de l'extérieur au commencement. On a eu premièrement une vague d'abolition de la traite. Je ne sais pas combien de vous savent que dans le 19e siècle, dans le 18e siècle, mais aussi au commencement du 19e siècle et pendant le 19e siècle, la majeure partie des sociétés africaines et des structures politiques africaines, des États africains, des sultanats, des califats et des structures lignagères étaient des structures où l'esclavage était admis. Ce n'était pas un problème. Il y avait bien sûr le problème de qui pouvait être mis en esclavage. Il y avait certaines catégories de personnes que pour leur religion ou pour leur statut ou pour certains aspects de leurs identités pouvaient être mises en esclavage et vendues. Mais il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas être mises en esclavage. Le débat qui existait était un débat sur qui pouvait et qui ne pouvait pas être esclave. Mais il n'y avait pas une idéologie comme l'idéologie abolitionniste qui disait que l'esclavage en tant que tel n'était absolument pas admissible. Il y a eu récemment quelques interprétations qui ont revu ce point de vue. Mais elles sont quand même difficiles à accepter d'un point de vue historique. Donc, au commencement du 19e siècle, les empires européens abolirent la traite de l'esclavage. Par exemple, les premières abolitions, Danemark et Norvège en 1803, 1807, l'abolition peut-être la plus importante est l'abolition de la Grande-Bretagne. Et la France avait aboli la traite et l'esclavage pendant la Révolution française, mais elles avaient été réinstaurées, relégalisées en 1808 avec la restauration de Napoléon Bonaparte. De toute façon, nous avons une situation où la traite de l'esclavage au commencement du 19e siècle commence à être une réalité à laquelle les plus grands empires européens s'opposent. Il y a une grande mobilisation, même de l'opinion publique européenne, surtout de la société civile anglaise, qu'à partir des idées d'abolitionnisme qui se propagaient à partir du travail de Quakers, de sociétés de Quakers, qui commencent à aller dans les villes de l'Angleterre et à stimuler un débat parmi les populations civiles, les petits peuples, on pourrait même dire, pour dire on ne peut pas accepter la traite, que cette traite atlantique continue. Et l'abolition de la traite en 1807 au Royaume-Uni était une abolition qui a fait suite à une mobilisation énorme, une récolte de signatures, une pression sur le Parlement. Seulement, par exemple, seulement dans la ville de Manchester, 11 000 signatures avaient été collectées pour amener à faire pression à une pression politique sur le Parlement anglais qui amena à l'abolition du 1807. À la fin,
ça c'était seulement Manchester, mais il y avait presque 60 000 pétitions à ce moment-là qui avaient été signées par des Anglais qui n'avaient pas d'esclaves et qui habitaient en Angleterre, mais qui voulaient faire cesser la traite atlantique. Mais l'abolition de la traite n'est pas l'abolition de l'esclavage en Afrique, parce que à ce temps-là, au moment quand les empires européens abolirent la traite des esclaves africaines, la plus grande partie de l'Afrique était indépendante politiquement de l'Europe. Jusqu'à 1880, à peu près, la plus grande partie, le gros du continent africain, n'était pas sous le pouvoir politique européen. Il y avait des États indépendants qui avaient leurs propres lois, parfois écrites, parfois pas écrites, leurs coutumes et leurs institutions. Et ces lois, ces coutumes et ces institutions, au gros, n'étaient pas abolitionnistes. Au contraire, quand il y a eu l'abolition de la traite européenne et éventuellement américaine, l'esclavage, selon les études de certains des plus grands historiens sur ce sujet, comme Paul Lovejoy, mais aussi David Eltis, par exemple, ou John Thornton, on a constaté qu'il y a eu une croissance de l'esclavage, une intensification de l'esclavage dans les sociétés africaines. Premièrement, parce que l'abolition de la traite a donné lieu à la fin d'une exportation, et donc à l'intérieur, tout ce qui aurait été vendu et exporté restait comme une main-d'œuvre esclave accessible à des structures de travail et politique africaines, mais aussi parce que la traite a été remplacée par ce qu'on appelle la traite, le commerce légitime, et donc les différentes puissances et les empires européens commencèrent à importer des produits plutôt que des êtres humains, et ces ressources, je devrais dire plutôt que produits, pardon, des ressources, et ces ressources qui faisaient partie du commerce légitime étaient recueillies ou trouvées à travers le travail d'esclaves qui maintenant travaillaient pour des Africains. Ils avaient déjà travaillé pour des employeurs africains, mais ils continuèrent à faire ça. Donc pendant le 19e siècle, on assiste à une intensification du phénomène de l'esclavage dans les sociétés africaines en gros. En 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage et non pas seulement la traite dans ses territoires d'outre-mer, dans ses colonies d'outre-mer, et la France abolit l'esclavage et non pas seulement la traite en 1848. Mais à ce moment-là, il y avait une partie très très petite de l'Afrique qui était sous le contrôle politique direct de ces empires. Et donc les abolitions de l'esclavage qui eurent lieu dans les années 1833 pour l'Angleterre et 48 pour la France eurent un impact surtout sur les colonies des Antilles françaises par exemple et sur les colonies de West Indies, de la Grande-Bretagne. Mais c'était un impact minime sur l'Afrique, parce que la plus grande partie du continent africain était indépendante, et à l'intérieur de ces structures, comme je dis, l'esclavage était une institution légale. Légale et réglée légalement, c'est-à-dire, ce n'était pas qu'on pouvait mettre en esclavage tout le monde, il y avait certaines catégories de personnes qu'on pouvait mettre en esclavage, et d'autres qu'on ne pouvait pas faire, qu'on ne pouvait pas. Donc il y avait par exemple le royaume de la Zante au Ghana, il y avait Sokoto, l'empire de Sokoto dans le nord du Nigeria, il y avait d'autres structures, d'autres émirats qui résultaient des djihad du 19e siècle dans l'Afrique de l'Ouest, comme l'émirat d'Al-Haji Oumar, de Samori. Il y avait les États Yoruba, les États Dahomey, il y avait les sociétés lignagères Igbo dans le sud-est de la Nigeria, il y avait le Kanem-Bornou, le Wadey, le Darfour, et vers l'Afrique de l'Est, il y avait le royaume du Bouganda, du Bunyoro, il y avait le sultan de Zanzibar sur la côte de l'Afrique de l'Est. C'était des structures, c'était des États, on peut dire, enfin des structures politiques indépendantes, qui avaient un pouvoir sur leurs lois, et ce pouvoir n'avait pas été abolitionniste.
est-ce qu'il n'y a pas donc, dans le 19e siècle, un abolitionnisme africain? Il faut faire des exceptions, et je pense qu'il est important de mentionner ça, parce que la littérature ne parle que d'un abolitionnisme européen. Et que de parler de cet abolitionnisme européen a une tendance à avoir une sorte de connotation moralisante et positive pour l'abolitionnisme européen, comme effectivement il y a eu plusieurs recherches qui ont démontré que cet abolitionnisme, s'il n'a pas bénéficié aux Européens au sens large du terme, parce que qui étaient les Européens à ce moment-là? Il y avait un petit peuple qui ne possédait pas d'esclaves. En Angleterre, l'appui qu'ils ont donné à l'abolition, effectivement, leur a beaucoup coûté, parce que c'était avec le gouvernement anglais, à ce moment, de Her Majesty's Government, on a un prêt à cette heure-là, c'était 20 millions de pounds pour rembourser les propriétaires d'esclaves anglais. Et tout ça a été payé avec les taxes des Anglais, du petit peuple anglais qui a fini de rembourser cette dette énorme en 2015. Mais donc, il y avait ceux qui avaient gagné et ceux qui avaient perdu parmi les abolitionnistes et parmi les non-abolitionnistes. Mais donc, qui étaient les abolitionnistes africains? Très brièvement, en Afrique, premièrement, il y avait des cultures qu'on appelle des cultures de chasseurs et cueilleurs, où il y a une idéologie égalitaire. Et cette idéologie égalitaire, pour ce que nous savons, les sources sont très limitées pour la période précoloniale, mais il y a des sources qui nous démontrent que c'est des sociétés qui n'acceptaient pas des hiérarchies sociaux et surtout pas de l'esclavage. Il y avait une diaspora africaine importante aux Amériques et à l'intérieur, et aussi en Europe, à l'intérieur de mouvements abolitionnistes, qu'on dit européennes, qu'on dit américaines. Il y avait des voix de la diaspora africaine. Par exemple, Ottobah Cugoano, par exemple, Olaudah Equiano, Gustavus Vassa, comme on l'appelle, par exemple, Frederick Douglass. C'est des grands noms de grands abolitionnistes qui venaient d'Afrique, même s'ils avaient vécu la plus grande partie de leur vie en Europe ou en Amérique. Cugoano dans le XVIIIe siècle, Equiano aussi dans le XVIIe siècle. Et Equiano était l'auteur d'un des plus grands traités d'abolitionnistes, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, publié en 1789, qui eut un grand impact dans la détermination de l'abolition de la traite en 1807. Il y avait aussi eu l'abolition de la Tunisie, faite sous le pouvoir de Ahmed Pacha Bey et promulguée en janvier 1846. En Éthiopie, plusieurs empereurs éthiopiens avaient aboli l'esclavage. En effet, il y avait eu 4 progressives abolitions de l'esclavage pendant le 19e siècle dans l'Empire éthiopien. C'est clair que c'était des abolitions qui avaient été faites aussi sous la pression et dans la négociation avec les empires européens abolitionnistes qui essayaient, à travers une diplomatie, de mettre en place des traités avec les rois et les empereurs africains. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des abolitions africaines à ce moment-là par des États africains. Deux autres abolitions très importantes, c'était les abolitions de la colonie du Cap, par exemple, en 1833. Mais là, c'était un gouvernement anglais. L'abolition de l'Algérie. L'Algérie était déjà une colonie quand la France abolit l'esclavage en 1848. En Libéria et à Freetown étaient des endroits dans l'Afrique de l'Ouest où l'esclavage avait été créé et fondé pour la négation de l'esclavage et pour mettre en place des endroits où ceux qui avaient été mis en esclavage auraient pu se développer et épanouir. Et c'est triste de savoir qu'effectivement la mort de l'esclavage, spécifiquement dans ces régions, Liberia et Freetown, a été très très lente, même si c'était des gens qui venaient de l'esclavage et en principe avaient installés dans ces régions pour se libérer de l'esclavage.
Finalement, il y avait des mouvements missionnaires à l'origine européenne, en Afrique de l'Ouest et de l'Est, où des esclaves, des ex-esclaves africaines convertis au christianisme devenir des grands abolitionnistes dans leur milieu. Et on a des données pour ce qui est aujourd'hui le Ghana et des noms spécifiques. On a des noms pour ce qui est aujourd'hui le Nigeria. On a des noms d'abolitionnistes missionnaires africaines pour ce qui est aujourd'hui le Congo. Donc il y a eu une certaine action, mais en gros c'était très limité. En gros, c'était, comme le dit Sandra Green dans un article, des minority voices, des voix minoritaires, les voix africaines qui se prononçaient et qui luttaient pour l'abolitionnisme, c'est-à-dire se mobiliser politiquement et faisaient pression sur leur gouvernement, que ce soit des royaumes ou que ce soit des sociétés lignagères, pour que l'esclavage soit fini. Le Scramble for Africa, ce qu'on appelle le Scramble for Africa, a eu lieu dans les derniers 20 ans à peu près du 19e siècle. Les États européens, les empires européens, à ce moment-là, devenirent toujours plus impérialistes et ils justifiaient leur occupation de tout le continent africain avec l'idéologie abolitionniste. C'était pour abolir l'esclavage que plusieurs des représentants de ces empires, selon eux, c'était nécessaire maintenant d'occuper tout le continent africain. Donc l'idéologie abolitionniste dans les empires européens de la fin du 19e siècle fut un de légitimation de critères qui donnèrent légitimité à l'occupation de l'Afrique. Ce n'était pas simplement donc une question d'essayer de rendre l'Afrique plus libre. Il y avait une sorte d'hypocrisie, si vous voulez, qui va continuer pour tout le XXe siècle. Je fais des généralisations, je vais aller très très vite pour donner un contexte aux autres présentations. Est-ce que j'ai encore 5, 10 minutes? Oui. Ok. Alors, magnifique. J'en aurais besoin. Le président de nous avoir donné l'occasion quand même d'échanger avec cette éminente personnalité sur la question de l'esclavage au Niger et au Sahel. Je remercie également Camille qui a organisé en tout cas mon déplacement pour être là aujourd'hui à cette auguste institution. Je remercie également Bénédetta aussi, qui, grâce à elle, nous avons tenu un colloque à Niamey dans lequel on a eu à faire un appel au Centre culturel américain qui s'appelle Appel de Niamey. Et cet appel qui a quand même demandé aux institutions internationales de suspendre toute coopération et tout financement avec l'État de Mauritanie et demander la libération immédiate de Biram, qui est là à côté, et d'Abdoulaye Boubacar Messaoud. Merci. De m'avoir donné l'occasion de voir Biram pour la première fois après sa sortie de prison. On allait le faire en Mauritanie, mais quand même, le cadre a été créé ici. En tout cas, merci bien, parce que suite à cet appel, moi j'étais trop sûr que Biram sera libéré, puisque l'appel a eu lieu le 20 décembre, et j'étais sûr qu'il allait être libéré avant la fin de l'année, puisque Hamadi Lafous était à Niamey avec nous. Après l'appel, c'était devant l'ambassadeur des États-Unis. Je disais à Hamadi, bon, je t'attends pour que tu me donnes la meilleure bonne nouvelle de fin d'année 2018. J'ai dit, mais toi, tu es trop optimiste. J'ai dit, vas-y. Dès qu'il m'envoie un message, j'ai dit, ah, c'est la bonne nouvelle. Je me dis quoi? Et voilà, la bonne nouvelle était tombée à quelques minutes de fin d'année 2018 et que Biram en tout cas, a montré son statut d'activiste qui n'a pas peur de la prison, en tout cas dans le cadre de son combat, parce que Biram a dit au juge, d'après les informations que nous avons, qu'il ne peut pas parler tant qu'on ne lui amène pas son écharpe de député. Ça a pris trop de temps, ils ont amené. Il a demandé au juge, est-ce que vous me reconnaissez comme député national? Ils ont dit oui. Il dit, bon, ok, je ne vais pas parler tant qu'on ne lève pas mon immunité parlementaire. Il a demandé à la
tardivement, maintenant, en fait, je l'ai dit, ceux qui l'ont amené en prison, le général Aziz, a ordonné aux journalistes de retirer sa plainte pour que Biram retrouve sa liberté avant le 1er janvier. Donc vraiment, merci le chef d'État de nous faire cela. Ok, sur ce, je vais... moi, j'ai 2 présentations à faire. D'abord, c'est sur le Niger, l'esclavage au Niger, et puis sur le G5 Sahel. Je suis Ali Bouzou, comme on dit, de l'ONG Timidria. Je suis le secrétaire général de l'association Timidria. Je suis le rapporteur suivi des recommandations de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les femmes contemporaines de l'esclavage dans le cadre des recommandations faites au Niger en 2014. Et je suis le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Timidria, c'est un mot tamashek qui veut dire fraternité, solidarité. Donc l'association Timidria est créée en 1991 pour lutter contre l'esclavage. Donc elle est présente dans toutes les régions du Niger et compte environ 450 000 membres et sympathisants. Donc je passe parce que j'ai juste 30 minutes pour des présentations. Je vais en introduction pour dire que les statistiques basées, que les statistiques de la base donnée de Timidria estiment, selon une étude menée quand même en 2016, à 870 363 le nombre d'esclaves dénombrés, dont 602 850 qui vivent dans la région de Tillabéri et 59 492 identifiés dans la région de Tawa. Donc, toujours selon cette étude, nous avons essayé de catégoriser l'esclavage en 3 formes. Il y a la forme active, où l'esclave est la propriété de son maître, c'est-à-dire qu'il vit avec son maître. Tous ses biens, tout ce qu'il possède appartient à son maître. Il y a la deuxième forme qui est la forme passive, qui est en fait basée sur l'ascendance. Donc la personne peut ne même pas savoir qu'il est esclave. Il va falloir organiser des élections ou des cérémonies de mariage ou question de l'héritage des terres pour lui rappeler son origine servile. Et au Niger, dans la coutume Soraï et Germain, dit que l'esclave n'a pas droit à la terre, même s'il l'a hérité de ses ancêtres. Donc ça, c'est ça. Maintenant, il y a l'autre forme qui est la forme contemporaine de l'esclavage, qui est la traite des personnes, dans laquelle on a découvert une zone en 2000 dans la région de Tawa, qu'on a dénommée Triangle de la Vente, où s'est pratiqué le phénomène de la Wahaya. La Wahaya, c'est 5e épouse. Mais là, pour être Wahaya, il faut être du statut servile. Donc, c'est des jeunes filles, comme Bénédicte vous a rappelé le cas de Khadija Toumani, c'est des jeunes filles de 8 à 10 ans qu'on achète à des prix dérisoires de 150 000 à 200 000. Et c'est les maîtres qui prennent l'argent. On les achète sans même aviser les parents, ni même la fille. Donc on l'amène pour suivre des travaux domestiques, n'importe quel travail. Donc c'est une femme qui n'a pas les mêmes droits que les autres femmes. Et qui n'a pas les mêmes droits d'habiter dans les mêmes toits que les autres femmes. Et qui n'a pas les mêmes droits de s'habiller comme les autres femmes. Donc voilà les 3 formes d'esclavage qu'on a identifiées dans la zone au Niger. Donc, la cartographie de l'esclavage au Niger, c'est-à-dire l'esclavage actif dont je vous ai parlé, c'est l'esclavage qu'on trouve chez les nomades dans la région de Tawa, de Tillabéri et puis d'Agadez, et même de Difa, chez les Touaregs, les Arabes et les Toubous. La plupart, en tout cas de ces gens-là, c'est là où on trouve ces genres d'esclavage. Il y a l'esclavage passif, ça c'est dans la région, comme je vous dis, de Soninké, plutôt Soraï, et Germain, ça c'est la région de Tillabéri, c'est la région de Dosso.
Donc, aussi, l'esclavage est répandu sur l'ensemble des villes, en tout cas la plupart de l'ensemble des villes du Niger. Mais les plus remarquables, c'est les zones où vivaient les nomades et les pasteurs. Donc, c'est ça. Voilà, je vais directement aller au témoignage. Sur le cas de Wahaya, on dit qu'il n'y a pas que seulement l'esclavage, c'est la traite des personnes, c'est des mariages forcés parce que nous avons dit, premièrement, il y a esclavage car seules les jeunes filles des statuts d'esclaves sont victimes de ce type de transactions, donc l'achat. Deuxièmement, il y a la vente des personnes puisque cette opération consiste à verser directement de l'argent aux maîtres, le plus souvent à l'insu des victimes. Troisièmement, il y a un mariage forcé puisqu'il n'y a ni le consentement de la fille et moins encore de leur père. Ça, c'est le cas de Khadijatou Mani et autres. Il y a des cas de l'esclavage actif. Par exemple, le village de Danki, c'est un village sorail de 270 chefs de famille, où tout simplement un jour, un lycée s'est levé, il dit qu'ils sont descendants d'esclaves de son ancêtre. Et il a demandé à ce qu'on déguerpisse le village. C'est un village qui a une école, qui a une case de santé, qui a un forage, qui a un marché, et il demande de déguerpir. Ils ont refusé, il a porté plainte. Malheureusement, la juridiction au niveau du Niger lui a donné raison. Et on a épuisé toutes les voies de recours. Et après, malheureusement, c'est resté comme ça, ils doivent déguerpir. Et là, le dossier est là, nous allons bientôt l'amener à la Cour de justice de la CEDEAO, parce que l'esclavage étant aboli au Niger en 1960, interdit en 1999 et criminalisé en 2003, logiquement, on ne doit pas parler de l'esclavage aujourd'hui. Il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. Le défi, c'est qu'au Niger, je vous ai cité toutes ces lois-là, cet arsenal juridique, c'est que le défi, c'est l'application effective de cet arsenal juridique-là. Il y a le renforcement des cadres juridiques nationaux pour mieux réprimer les pratiques esclavagistes. Il y a surtout le poids de la coutume qui pèse sur l'administration. Aujourd'hui, tous nos politiciens là ne font rien, en tout cas sans l'avis des chefs traditionnels qui sont les détenteurs, en tout cas c'est eux-mêmes les esclavagistes. Donc, les stratégies consistent vraiment de nous baser sur ce que moi j'appelle les 3 P. Le premier P, c'est la prévention. La prévention, mettre en place des programmes de réinsertion socio-économique des victimes. Donc ça c'est vrai. Il y a la protection, prendre des lois pour criminaliser l'esclavage. Et le troisième P, c'est la poursuite, ça veut dire application effective de la loi. Parce que si un pays prend quand même une loi, il faut qu'il l'applique. Donc les changements que nous avons constatés ces derniers temps, c'est que Medria, en collaboration avec l'Université de Birmingham, ont développé et obtenu un financement pour les projets l'Esland, qui veut dire héritage de l'esclave. Héritage de l'esclavage au Niger. Donc dans le cadre de ces projets, plusieurs activités sont prévues, notamment l'organisation de ce colloque-là dont je vous ai parlé, dans les milieux saharo-sahariens, et qui a regroupé d'éminents chercheurs d'Afrique et de l'Europe, des activistes des pays membres du G5 Sahel et de l'île Maurice, et de la société civile œuvrant dans ces domaines. Ce colloque a été organisé par Temidria en collaboration avec les universités de Birmingham, de Niamey et de Tillabéri le 18, 19, 20 décembre 2018 à l'Institut de recherche en sciences humaines URCH de Niamey. Cela a fortement contribué à la prise de conscience du phénomène de l'esclavage au public nigérien et aux autres pays d'Afrique. Les conclusions de ce colloque ont été remises officiellement au ministre de la Justice et par la suite au Premier ministre du Niger, qui sont en tout cas basées sur les 3 valeurs. L'adhésion aux idéaux de la démocratie et au respect des valeurs universelles
de la liberté et dignité de la personne humaine. La certitude qu'aucun avancement politique ne peut se faire sans qu'il y ait basé sur une recherche scientifique approfondie menée par des universités, et la volonté de s'engager directement contre la marginalisation et l'exploitation des couches les plus vulnérables de la société. Je vous ai parlé de l'appel de Niamey, qui pour nous a été fort, a été bien entendu dans le monde entier. Donc depuis lors, on a constaté au Niger plusieurs engagements qui ont été pris, notamment sur la question liée à la problématique foncière chez les descendants d'esclaves. Parce qu'après la remise de ces conclusions au ministre de la Justice et même au Premier ministre, ils nous ont demandé de faire les situations de tous ces problèmes fonciers que nous avons devant les tribunaux et de faire des notes pour leur amener. Le ministre de la Justice lui-même dit qu'il ne va jamais exécuter l'ordre pour le déguerpissement de cette population. Et d'ailleurs, il nous a dit c'est bien vraiment de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Donc peut-être même que l'État ne sera même pas présent. Mais bon, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un changement. Le Premier ministre, pour les cas de dingue, comme ça fait 6 ans qu'on les a empêchés de cultiver. Au Niger, c'est un pays pauvre, mais quand on empêche aux paysans de cultiver sa terre, ça veut dire c'est extrême. Et là, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour amener des vivres à cette population. Donc, je conclue pour entamer la seconde présentation. Enfin, l'esclavage est la négation de tous les droits naturels reconnus de manière universelle à l'être humain, et que c'est pour cela que tous les hommes épris de paix et de justice à travers le continent doivent avoir les droits, les devoirs moraux de s'unir comme un seul homme pour son éradication dans notre planète. Donc vraiment, c'est une longue présentation que j'ai essayé de faire un petit résumé. Donc, mais quand même, la présentation est là, on peut la partager avec, il y a même des images dedans. Donc, ça, je vais maintenant entamer l'autre sur le G5 Sahel. Donc, merci ça, je vais dire l'introduction parce qu'elle est courte. On dit, pour rendre visible notre combat en Afrique de l'Ouest, un réseau ouest-africain de lutte contre l'esclavage a été créé en 2008 à Bamako avec le soutien technique et financier de Anti-Slavery International de Londres. Il est composé du Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso. Mais ce dernier a juste participé à la seule réunion de mise en place, et en tout cas de ces réseaux. Et depuis lors, on n'avait pas de nouvelles. Compte tenu de la délicatesse du phénomène du terrorisme dans le Sahel ces dernières années, une réflexion nous a amené à nous focaliser sur cet espace sahélo-saharien. Ainsi, le réseau G5 Sahel Esclavage a vu le jour, toujours à Bamako en 2017, à l'occasion de la conférence internationale sur l'esclavage tenue à l'université de Badala-Bougou à Bamako. Donc les Birans, on était tous ensemble quand on a pris la décision, maintenant que ça soit focalisé sur le G5 Sahel. Et là, il y a eu le Tchad qui est venu, qui n'était pas dans l'Afrique du Sud, mais qui n'était pas dans l'Afrique de l'Ouest, mais quand même qui est dans le G5 Sahel. Donc, dans l'espace du G5 Sahel composé de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad, les pratiques esclavagistes existent encore et se manifestent sous diverses formes. Les victimes sont également multiples et varient d'une famille à une autre, mais aussi d'un groupe ethnique à un autre. Cette variation est également liée à leur localisation dans l'espace et dans le temps. L'esclave ou les descendants d'esclaves est ici banalisé et doit accepter sa marginalisation sociale et économique ou voire son exclusion. Le maître sait comment fonder et légitimer sa domination. Il règne dans un système constructif dans le sens généralement de ses intérêts. Ainsi, il consolide son système à travers des stratégies diverses: collaboration, instrumentalisation, des rapports sociaux et hostilité. Sur l'ensemble de ces pays du G5 Sahel de lutte contre l'esclavage est diversement apprécié, tant du côté des auteurs que ces pratiques esclavagistes, les exécutifs de ces pays, les ONG, mais aussi du côté des victimes, ce qui représente un défi parmi tant d'autres qu'il faut chercher à expliquer et surtout trouver des solutions pour faire avancer le combat contre
l'esclavage. Donc la situation de l'esclavage au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Mauritanie, puisque Biram est là, et même Mali, je vais faire juste un peu. Les récents événements survenus dans la région de Caille montrent clairement que le Mali est un pays qui favorise les pratiques esclavagistes et où les droits de l'homme sont systématiquement bafouillés. Depuis 2013, l'association Temet a fait un grand plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, la présidente de la Commission nationale des droits humains et au ministre de la Justice pour que le Mali se dote d'une loi criminalisant l'esclavage. Mais hélas, en fait, ce n'était pas Temet seul, puisque c'était lors de la conférence sous-régionale sur la problématique de l'esclavage. Il y avait le Niger, il y avait le Mali, il y avait aussi la Mauritanie. Donc on a fait une petite délégation pour rencontrer toutes ces autorités qui nous ont promis. Mais hélas, en 2016, le projet de loi a été transmis au Conseil des ministres. La décision finale, et ils ont dit que c'est trop dangereux d'adopter cette loi car elle risque de remettre en cause les accords de paix avec les groupes terroristes. Oula, c'est grave ça. Il y a des représentants du Mali dans la salle, je crois, bon, peut-être ils ont l'information, ils vont comprendre. C'est pour cela. Donc c'est pour cela, en fait, en réalité, le Mali, et comme au Tchad et au Burkina, c'est des zones où la pratique de l'esclavage est trop visible, mais comme c'est de leur intérêt, et même les gouvernants, ils ne veulent même pas qu'on en parle. Par contre, vous allez voir que c'est des pays qui ont ratifié toutes les conventions internationales liées à l'esclavage, mais qui ne sont pas en mesure de prendre des lois à leur niveau pour criminaliser ces phénomènes. Ce qui s'est passé à Caille, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à Ménaka, à Gao, à Tombouctou. Donc, il n'y a jamais eu un cas réel d'esclavage qui a été traduit en justice et que l'État malien a condamné. Il n'y a jamais eu. Maintenant, ce qui se passe à Caille, mais ça là, si c'est dans d'autres régions, ça sera presque la fin du monde. Les gens vont crier et le gouvernement va prendre des dispositions. Dès qu'on s'attaque à un autre groupe, vous allez voir comment ça va se faire. Donc ça là, et pour nous, dans ces régions-là, en fait, c'est extrêmement important parce qu'il y a le terrorisme. Et il faut aller au fond. Quand vous regardez dans la bande transfrontalière de tous ces pays-là, vous allez comprendre aisément que l'esclavage joue un rôle très important dans le terrorisme. Parce que les esclavagistes, vous savez, pour l'esclave, les maîtres est son Dieu. Donc, pour qu'il trouve son paradis, il faut qu'il se soumette à ce que tous les maîtres lui disent. Et quand vous voyez tous les groupes terroristes de ces zones-là, c'est-à-dire la plupart, c'est soit des Touaregs, soit des Arabes, c'est des esclavagistes. C'est des esclavagistes pour la plupart. Ça veut dire qu'il faut utiliser des gens qui n'ont aucune identité pour être des kamikazes, pour faire n'importe quoi. Et du coup, on ne peut pas maintenant prendre une loi pour criminaliser ces phénomènes, juste pour renforcer l'autre chose. Ça, en tout cas, c'est une observation à notre niveau. Au Burkina Faso, ça ne fait même pas un mois où il y a eu des villages qui ont été rasés. Il y a plus de 120 personnes qui ont été tuées, des peuples qui ont été tués par d'autres ethnies. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait, jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça là, c'est vraiment des choses qui doivent attirer notre attention. Et moi, j'ai dit au Premier ministre du Niger que si vous ne faites pas attention, voilà, on tue des peuples et que l'État burkinabé ne fait rien. Si on ne fait pas attention, les restants des peuples là vont aller se constituer en terroristes pour aussi venir faire tuer des gens ici. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et si vous ne condamnez pas, il dit, il prend note. Oh, bien sûr, pas. Il prend note, il prend note. Donc, au Tchad, ce que nous avons constaté beaucoup avec notre partenaire, c'est la question de la traite des enfants. C'est la vente des enfants. Comme c'est il y a des groupes qui sont là, qui ramassent, qui prennent des enfants pour les vendre. Et le gouvernement tchadien aussi ne dit rien par rapport à ça. Pourtant, au Tchad, il y a une loi qui criminalise l'esclavage.
mais qui n'est jamais appliqué. Jamais. Bon. Je donne au Burkina un témoignage d'une personnalité, d'un ministre, à l'époque, en 2006, qui est de ces milieux-là. Il dit, c'est en effet en 2006, alors que j'ai participé à une célébration des fêtes coutumières à Baham, province de Laroun, j'ai reçu en plein visage le choc de l'esclavage. La scène digne d'une époque précoloniale s'est déroulée lorsqu'une autorité publique d'Iran national a été contrainte de se plier au protocole traditionnel lors d'une cérémonie portant officielle à la résidence du préfet du département. Cela pose de toute évidence les problèmes de la primauté des règles et de la bienséance républicaine sur toutes les considérations traditionnelles et coutumières, voire les problèmes de la République et de la construction d'une nation burkinabé environ 60 ans après les indépendances. Il dit au-delà de ces problématiques assimilables à des formes d'extrémisme violent et indoloré, il y a la nécessité de questionner la complexité de toute construction nationale et du maintien des fondements de la République dans le contexte du développement des extrémismes violents construits autour des fondamentaux religieux. Donc voilà, ça c'est un ministre qu'on oblige de se plier à des protocoles traditionnels au niveau des chefs traditionnels. Vous voyez là, c'est des coutumes qui sont plus fortes que les lois, qui sont plus fortes que le gouvernement. Alors, ce n'est pas normal. La loi prime sur les coutumes. Surtout quand c'est le contraire, puisque l'esclavage a été. Maintenant, les défis que nous avons dans le cadre du G5 Sahel, je n'ai pas parlé de la Mauritanie parce que Biram est là. Quelques défis liés à la persistance de l'esclavage dans l'espace du G5 Sahel relèvent de la pauvreté des États et surtout des victimes de l'esclavage. Dans ces milieux d'ascendance servile, la pauvreté est une réalité qui touche tous les âges et les sexes, surtout les femmes. C'est pour cela, au niveau de la stratégie, tout à l'heure, j'ai parlé des 3 P. La première, c'est la prévention, parce que c'est des pays pauvres. La pauvreté joue un rôle très important aussi dans le cadre de l'esclavage. Il y a l'insuffisance, voire l'absence d'un cadre juridique cohérent et efficace au niveau de chaque pays, et surtout conforme aux engagements instruments juridiques. Ça, c'est le cas du Mali, qui refuse de prendre une loi et qui refuse de dire même mot, et d'ailleurs, qui ont même participé à soi-disant une fête il y a même des représentants du gouvernement, la danse des esclaves, après les événements. Et à Caille, les gens peut-être sont là, ils vont en témoigner. Donc, ils refusent de prendre une loi. La faible volonté politique de certains exécutifs du gouvernement des États et l'absence d'une concertation réelle pour lutter contre l'esclavage. L'insuffisance ou faiblesse de la communication sur la question de l'esclavage. Ignorance, alphabétisme. Donc, dans ces milieux, l'un des handicaps majeurs qui concernent toutes les victimes de l'esclavage est demeure l'ignorance. Les victimes n'ont pas bénéficié des privilèges liés à l'éducation traditionnelle, encore moins moderne. Le poids du passé et les postures sociales. En fait, là, les victimes, puisque c'est les G5 au Niger, nous, on a créé un système qui s'appelle école communautaire. C'est-à-dire que c'est des écoles qu'on a créées là où l'État n'a pas pu créer pour permettre quand même à ces victimes et autres qui sont là d'aller à l'école. Et c'est un système très efficace puisqu'il y a la prise en charge des cantines scolaires. En tout cas, il y a les appuis aux mères des élèves, il y a les appuis aussi aux enseignants à l'inspection pour faire le suivi. Et donc, et ça marche bien, les élèves étudient maintenant bien. L'État a commencé quand même à accepter ces écoles, puisqu'il y a eu déjà dans la zone de Bantelari 26 écoles qui ont été rétrocédées à l'État. Et maintenant, il y a 9 à Tcheltabaradel. Sur les 9, 6 ont été rétrocédées encore à l'État. Il y a que je remercie Monsieur le directeur de
de l'école de haute étude. Je remercie aussi mon ami Benedetta aussi et tous les autres académiciens qui ont voulu nous donner la parole aujourd'hui ici, dans cette conférence. Je remercie mon ami Ali Boudou. Et remercie aussi le public qui est venu des quartiers et banlieues de Paris, tout en remerciant toutes les personnalités scientifiques, ici les amis qui sont venus des pays ici environnants de la France, des villes aussi de l'intérieur de la France. Tout d'abord, l'esclavage, pour nous, n'est pas si éloigné. Moi-même, ma grand-mère a vécu toute sa vie comme esclave, ma grand-mère paternelle. Mon père était esclave déjà lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. C'est la loi chez nous, une loi toujours en vigueur, une loi défendue encore par une autre loi votée en 2017 qui interdit de critiquer la version locale de la charia islamique qui autorise, justifie, légitime, sacralise et codifie l'esclavage chez nous. Bon, c'est un code négrier pour moi, un code d'esclavage, comme le code qui a été aboli ici en Europe. Mais son abolition en Europe, moi, il faut toujours encore continuer à lutter pour que cette abolition soit effective, que ce soit en Europe ou en Amérique. De toutes les manières, la République islamique de Mauritanie considère ce que moi je considère comme un code d'esclavage et que j'ai décidé d'incinérer dans un acte public volontaire et subversif, car les esclaves, les abolitionnistes doivent agir dans une logique de subversion idéologique et religieuse, dans une logique, dans une dynamique de rébellion, pas armée, mais de rébellion et de dissidence politique, sociale et religieuse. Donc, l'esclavage aussi a beaucoup de témoins. Je prends Leila à témoin ici. Mon épouse qui a accueilli et qui continue à accueillir des personnes, dont des enfants, dont des filles, des fillettes, des femmes, qui ont vécu en esclavage et qui ont été libérés par nos actions, par notre détermination, des actions et des déterminations qui nous ont valu toujours la violence indicible du pouvoir politique, le pouvoir protecteur des relations sociales esclavagistes. Nous avons été torturés, nous avons subi, nos sangs ont coulé, notre sang a coulé, nous avons été torturés, nous avons été emprisonnés. Elle ne peut pas user de son œil gauche à cause d'une grenade lacrymogène qu'elle a foudroyée, pourtant, dans une action répressive organisée par l'État mauritanien, par des forces de sécurité mauritaniennes, de la police mauritanienne qui bénéficie
des trainings, de la formation, de l'appui en formation, en savoir-faire de la police française, de la police américaine, de l'argent du contribuable européen que vous êtes ici. Nous sommes en confrontation avec le monde, nous les esclaves. Le monde est ligué contre nous, la diplomatie française, comme la diplomatie de l'Union européenne, est une diplomatie mercantiliste. Elle est... Bon, on ne reconnaît pas toutes les révolutions françaises qui s'adressaient à l'humanité dans l'action des responsables français. On ne reconnaît pas les principes qui ont fondé l'Europe dans le traitement de l'Union européenne des questions de l'esclavage avec ses partenaires en Mauritanie et ailleurs. Bon, ces fillettes, ces filles, ces femmes qui ont été libérées de l'esclavage, si elles viennent ici, elles seraient les moins âgées de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Si elles pouvaient détenir un passeport et venir témoigner, elles seraient moins âgées que tout le public qui est là, mais elles ont déjà un enfant, 2, 3, 4, parce qu'elles commencent à avoir des enfants très tôt. Et la fille esclave de chez nous peut être utilisée sexuellement par le patron, le maître, à sa convenance. C'est ce qui lui est donné par le code noir. Je le considère ainsi, mais ce code noir est la seule interprétation valable et acceptée, officielle, de la parole de Dieu, du Coran et de la geste du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il faut aussi avoir une idée de compassion, une idée de solidarité avec toutes ces personnes esclaves. Ici en Afrique de l'Ouest, on a vu leurs photos défiler sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ont subi une violence indescriptible de leur maître, de leur possesseur. C'est au Mali, c'est aussi dans certaines localités de la Mauritanie. L'esclavage que beaucoup d'intellectuels, beaucoup de leaders africains, indépendantistes, des leaders afro-américains abolitionnistes, des leaders anti-impérialistes africains, voudraient que l'esclavage soit seulement la traite atlantique, la traite triangulaire, un forfait de l'homme blanc. Je pense que la dénonciation de la traite atlantique n'a jamais été assez dénoncée. Pour moi, elle n'a pas été assez dénoncée. Elle n'a pas été assez déconstruite. Elle n'a pas été assez reconnue. Mais il y a d'autres traites que les Africains veulent passer toujours sous silence. La traite interne en Afrique. Mais des Noirs africains ont réduit des Noirs africains à l'esclavage à une échelle très grande. Les esclaves étaient l'objet de sacrifices.
au sein des peuples africains, de tous les sévices. Il continue, quand même dans notre Sahel, dans notre Afrique de l'Ouest, l'esclavage continue sous certaines formes, et même sous des formes très atroces, comme vous l'avez vu dans certains milieux soninké, au Mali, à l'est, au sud-ouest, au sud-est de la Mauritanie. Peut-être il y a des témoins même dans la salle. Il y a aussi l'esclavage arabo-musulman, la traite arabo-musulmane. On dirait qu'elle n'est pas reconnue. Mais avant la traite arabo-musulmane, il y a les zones de croisement. Culturelles entre les populations blanches, arabes, berbères, touaregs, d'une part, et les populations noires subsahariennes d'une part. La bande sahélienne jusqu'à la mer Rouge, mais au-delà, jusqu'en Arabie. Cet esclavage et l'esclavage, les trois esclavages, que ce soit l'esclavage interne en Afrique, l'esclavage arabo-musulman, et l'esclavage dans ces zones de croisement entre subsahariens et grands nomades, arabes ou arabophones ou arabophiles. Je pense que tous ces esclavages, tous ces trois esclavages ne sont pas encore combattus, ni déconstruits, ni remis en cause. L'actualité et la survivance de l'esclavage en Mauritanie rendent compte de la légitimité sociale et religieuse de l'institution de l'esclavage dans le monde arabo-musulman. Parce que la Renaissance, le siècle des Lumières, la Révolution française et les autres révolutions, la Révolution du travail, la Révolution démocratique, la Révolution du travail, toutes ces révolutions dont le berceau est Paris, ici, à où nous sommes, l'Angleterre, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord. À travers les livres, les élites africaines et arabo-musulmanes ont pu se rendre compte de ces révolutions, de ces changements. Mais ces idées n'ont pas traversé les sociétés africaines et arabo-musulmanes. Il nous reste encore notre Renaissance, notre siècle des Lumières et nos différentes révolutions, dont la révolution mère, la révolution française, qui a institué les droits de l'homme et du citoyen. Bon, il y a eu une sorte de complicité et de solidarité tiers-mondiste, confessionnelle et continentale entre les élites africaines, les élites arabes, arabo-musulmanes. Pour se focaliser sur l'esclavage de l'homme blanc, la traite atlantique, la lutte, la ségrégation raciale aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, au Zimbabwe, et je pense que les élites du tiers-monde ont trahi l'engagement qui devrait être là dans leur propre communauté, dans leur propre société.
moi, j'ai eu des difficultés à établir des relations sereines avec les Afro-Américains qui luttent pour le droit des Noirs aux États-Unis. Parce que ils s'offusquent quand je parle, quand je dis que les sociétés africaines ne sont pas idéales. Ils veulent sublimer l'Afrique. Ils veulent dire que le mal, c'est l'homme blanc. Mais pour moi, il n'est pas le seul. Ce sont tous les hommes, toutes les communautés des hommes, toutes les cultures sont habitées par le bien et le mal. Bon, ces esclavages qui sont restés hors des champs des dénonciations de nos premiers leaders abolitionnistes, indépendantistes, anti-apartheid, anti-impérialistes, ceci a occasionné une stagnation. Cette stagnation, la secouer n'est pas facile. Car nous, dans notre bataille livrée depuis 10 ans, en Mauritanie, où il y a le plus grand taux d'esclavage en Mauritanie, selon les statistiques, par population. En Mauritanie aussi, c'est là-bas où il y a... L'État s'organise en Ku Klux Klan contre les abolitionnistes. Un État qui a une élite qui a fomenté un apartheid non écrit, basé sur les préjugés raciaux contre les Noirs et la préférence de naissance contre les esclaves ou contre les populations serviles, donc d'ascendants serviles, qui sont majoritaires en Mauritanie. Ce qui se passe en Mauritanie rend compte de la réalité dans toutes les sociétés arabo-musulmanes. Ce qui se passe au Mali, au Niger, au Tchad. Bon, la petite vidéo de CNN n'est que la face visible de l'iceberg. L'univers mental des maîtres d'esclaves en Mauritanie est identique à celui des négriers et de leurs clients lors de la traite, lors de l'apogée de la traite vers l'Orient, à partir de Zanzibar, de Mombasa, une traite même qui a précédé l'islam. Bilal, l'un des compagnons du prophète, paix et salut sur lui, est émené d'Éthiopie. Éthiopie en ce moment, Al-Habeshe, c'était toute l'Afrique orientale s'appelait Éthiopie. Pour les Arabes, dans l'entendement des Arabes de l'époque, bon, l'esclave, un milieu arabo-musulman, surtout un milieu arabe, et en Asie mineure, en Perse, en Iran, Turquie, Moyen-Orient, l'esclave se définit par sa couleur, comme chez nous, abd, esclave, soudani. Non, soudani. Soudani de tel, c'est-à-dire le noir de tel, c'est-à-dire l'esclave de tel. L'épiderme joue un grand rôle dans cette perception. J'étais dans l'aéroport de Tunis, il y a de cela 3 ou 4 ans. Bon,
les chefs de la police ne pensaient pas que je parlais l'arabe. Ils pensaient que je suis un subsaharien. Mais il a dit, il devait un peu s'assurer de mon passeport, il devait m'envoyer, il a dit, amène cet esclave. Il a dit, c'est naturel, ça. Il n'y a pas encore de déconstruction. Bon, je vais passer aux nécessités de la lutte. Dans cet environnement, je pense que la lutte requiert une certaine fougue, une certaine arrogance de la part des populations ou des personnes esclaves engagées dans la lutte, dans cette lutte. Cette arrogance que décrivent certains officiels mauritaniens, dans mon cas, Biram est violent, Biram appelle à la guerre. Mais curieusement, il y a un fossé qui sépare leurs propos quand ils me peignent comme acteur violent, mais leur accusation se rétrécit comme peau de chagrin quand je suis devant la barre d'un tribunal. Parce qu'il n'y a pas de fait. Chacun a entendu que Biram est un homme violent. Mais durant mes 4 procès, aucun chef d'inculpation de violence n'a été retenu contre moi. Bien que les juges sont soumis et voudraient bien le faire. Le problème, c'est que la fougue et l'arrogance légitime doivent être mises en œuvre pour déstructurer la sérénité mentale et suprémaciste dans laquelle baigne le maître. Il baigne dans cette sérénité suprémaciste. Il baigne lui-même dans une arrogance indescriptible. Multiséculaire. On doit opposer à ça beaucoup d'éléments de déconstruction. J'avais dit aux militants de Hira, en 2014, dans notre confrontation avec le mufti de la République islamique de Mauritanie, Ahmedoul Habib Rahman, le grand imam de Mauritanie, on devait lui couper la parole en plein khotba, en plein prêche du vendredi. C'est un sacrilège dans l'entendement de notre société. Mais on devrait le faire pour rompre cette monotonie. Celui qui prêche l'esclavage est toujours en haut du perchoir et les esclaves reçoivent. Les esclaves reçoivent le discours, notamment le discours religieux, façonné par le maître à sa manière. L'esclave aussi, quand il termine toute sa journée de travail, toute sa corvée pour ses maîtres, il prépare le repas.
le maître prend une partie du repas dans sa main pour donner à l'esclave. Bon, l'esclave reçoit, supplie, on lui offre. Ce n'est pas une position que les abolitionnistes, surtout issus des rangs des esclaves, une position de recevoir. Les idées, recevoir. L'explication de la religion, recevoir la nourriture, recevoir la manière de se conduire. Le général Mohamed Abdelaziz et ses ministres ne peuvent pas me dicter ma conduite. Je dois refuser de manière hautaine, sans aucune modestie, tout ce qui émane d'eux, tant qu'ils sont murés dans leurs idées et dans leurs perchoirs suprémacistes. Mais je resterai humble avec les hommes, les femmes, les personnes qui n'ont rien à voir dans ce forfait, dans cette œuvre de pérennisation de l'esclavage, les militants de l'Irak, dans ces journées de confrontation avec ce moufti. Je leur ai dit, il faut lui couper la parole. Et par ailleurs, je suis assez médiocrement renseigné sur tout ce qui est advenu depuis le XIVe siècle. Donc je vais vous ramener brièvement, en tout cas, vers cette période à laquelle appartient justement cet ouvrage qui a été incinéré, ou dont une partie a été incinérée par Gérard, comme il vient de le dire. Mais peut-être faudrait-il partir d'abord des définitions qui ont été évoquées tout à l'heure de l'esclavage, qui évoluent dans la définition islamique, qui est assez différente d'une certaine façon, ce que je vais essayer de montrer très brièvement. Est-ce que d'approcher le micro, s'il vous plaît. Donc, la définition donnée par la Convention relative à l'esclavage de la SDN, dans son article 1er, dit « L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. » Et la loi mauritanienne de 2007, qui est une loi qui criminalise officiellement l'esclavage, dit « L'esclavage est l'exercice des pouvoirs de propriété ou certains d'entre eux sur une ou plusieurs personnes. » Mais en réalité, il faudrait, comme l'ont souligné d'ailleurs les interventions, probablement distinguer assez fortement statut et conditions. Parce que les interventions ont bien montré que entre ce qui est aspect légal et les pratiques concrètes, il y a évidemment toujours un assez grand fossé. C'est ce fossé entre statut et conditions qui me paraît intéressant à explorer. Dans le contexte, je pense, de l'ensemble de l'Afrique sahélienne, enfin les pays qui sont concernés par ces mouvements, la référence fondamentale, c'est celle de l'islam sunnite malikite, résumé lui-même depuis le XIVe siècle par ce monument d'obscurité que constitue le Mukhtasar de Khalil, un lettré égyptien qui est mort en 1374 et qui a fait peiner pas mal de générations d'étudiants depuis cette époque lointaine du XIVe siècle. Et cet ouvrage a d'ailleurs dans la région aussi suscité une quantité assez phénoménale de commentaires, une centaine, en tout cas chez les hassanophones, les morts, depuis le XVIe siècle, donc de Wadani jusqu'à Daoud Bousseri, Ahmed Salem El-Adoud, mort en 2009, etc. Il y a eu d'ailleurs très rarement, il y a eu une fois quand même une remise en cause de ce livre par un lettré un petit peu allumé, si on peut parler familièrement, un certain, j'ai dit à la fin du XVIIIe siècle, qui a dit qu'il fallait, c'était un lettré en quelque sorte proto-wahhabite, qui était arrivé lors de son pèlerinage à la Mecque au moment justement où commençait à se développer le wahhabisme. Et quand il est revenu, il a dit qu'il faut rejeter tous ces livres, il faut rejeter notamment le Mukhtasar de Khalil,
mais aussi la Mudawwana de Sahnoun, c'est l'autre grande référence du système juridique malikite dans la région. Tous ces commentaires, il faut revenir au Coran et à la Sunna et au Hadith, qui sont les seuls fondements véritables de la foi musulmane dans cette région. Alors, Biram a eu, défiant des siècles de rumination maraboutique, parce que ce travail était quand même quelque chose qui servait de fondement pratiquement à la spécialisation maraboutique, donc a eu la très dangereuse pour lui audace de l'incinérer sur une place publique ces textes du fiqh classique malikite, dont notamment le Mukhtasar de Khalil. Alors je vais vous donner très brièvement la description de la condition servile. Ce n'est pas le cœur du bouquin de Khalil, hein. Ça intervient au chapitre précisément 57 à 60, tout à la fin de cet ouvrage. Je ne vais pas pousser le sadisme jusqu'à vous résumer l'intégralité de ce bouquin, d'ailleurs que j'ai du mal à lire moi-même. Mais c'est simplement la partie qui concerne le statut servile que je vais très brièvement essayer de résumer. Alors, il donne pour origine à l'esclavage les prises de guerre en territoire ennemi, mais il passe sous silence le fait qu'il y a aussi une transmission en lignée utérine, c'est-à-dire l'esclavage se transmet par les femmes, et qu'il y a également, évidemment il y a eu des rates, mais il ne les mentionne pas, parce qu'il mentionne les sources de légitimité du pouvoir sur l'esclave en termes musulmans. Il donne aussi au passage, ça a été évoqué également par Bélam tout à l'heure et par les autres intervenants, sur la signification, l'espèce de corrélation massive que l'on observe entre la couleur noire et le statut servile. Et il y a un lettré qui a commenté ce Mukhtasar de Khalil, c'est lui qui me donne un petit peu le fil conducteur de ce résumé. C'est un bonhomme qui écrivait dans les années 1920, à la demande, un qadi du sud-ouest de la Mauritanie, qui écrivait à la demande de l'administration française pour leur présenter comment était l'esclavage dans la Mauritanie d'avant l'intervention de la colonisation. Ce qadi, donc, il s'appelle Mohamed Bal, très connu dans l'espace du sud-ouest de la Mauritanie. Il résume comme ça, comme je vais vous le dérouler très rapidement, les conditions, enfin le statut servile dans l'espace mauritanien avant l'intervention des Français. Et il commence par donner une sorte d'explication, qui n'assume pas d'ailleurs complètement lui-même, de cette corrélation que je vous indiquais, massive entre la couleur noire et la servilité ou la servitude. Il la trouve d'ailleurs indirectement dans la Bible, c'est la Genèse, livre 9, qui donne cette première idée d'une sorte de stigmate de la couleur noire anciennement. Mais il cite aussi un exégète coranique qui parle de la Sourate Yusuf dans le Coran et qui dit les frères de Joseph l'ont vendu parce qu'il était resté plusieurs mois, sinon années, au fond d'un puits et qu'il est devenu noir et ça légitimait en quelque sorte le fait qu'il soit vendu comme esclave. Et Mohamed Bal, donc ce type-là, s'appuie sur le Mukhtasar de Khalil pour énumérer les traits essentiels de la condition servile. Il dit la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, comme le hajj ne sont pas imposés à l'esclave. Il en est libre. La idda, c'est-à-dire ce qu'on appelle le délai de viduité pour une femme qui est divorcée, veuve ou séparée pour quelque raison de son mari, pour une femme libre, ce délai de séparation entre un nouveau conjoint et son ancien doit être un minimum de 3 menstruations de 3 mois, alors que pour la femme esclave, il n'est que de 2, de façon obligatoire. Un homme libre peut prendre, ça aussi ça a été mentionné, peut prendre autant de concubines esclaves qu'il le souhaite, ses propres esclaves, mais il n'a le droit d'épouser que 4 femmes libres. Ça, c'est ce que dit notamment Surat al-Nisa dans son verset 3, Ma malakat aymanukum. La femme esclave, contrairement à la femme libre, n'est pas tenue de se couvrir la partie supérieure de son organisme, son torse, ses seins, sa tête, alors que la femme libre est obligée de se couvrir. L'homme esclave, poursuit donc le faqih, n'a pas la tutelle légale sur ses enfants, le wala, ce qu'on appelle ça, le wala chez les juristes musulmans, sur ses filles notamment, parce que pour qu'une femme soit mariée, il faut qu'il y ait un wali, il faut qu'il y ait un tuteur. Normalement, en islam, c'est comme ça que ça se passe. Et même si ces filles sont des filles libres, c'est-à-dire des filles nées d'une femme qui n'est pas esclave, elles seront traitées comme des orphelines. Elles ne seront pas considérées comme des personnes ayant des géniteurs légaux reconnus. L'esclave n'hérite pas de son père, aucune personne d'ailleurs parente
Le témoignage de l'esclave n'est pas recevable même quand sa rectitude morale est reconnue. Tout ça, c'est dans le Mukhtasar de Khalil d'après Mohamed Wahab. Le maître a le droit de s'approprier autoritairement l'ensemble des possessions de l'esclave. Ça, c'est aussi une réalité qui était très courante. L'esclave n'est pas soumis, ça c'est une sorte de privilège, bon, ou de privation qui peut être plus appréciable. Elle n'est pas soumis au châtiment de la lapidation, rajou, à la différence de l'homme libre. Dans les autres sanctions de type houdoud, des sanctions pénales, comme par exemple celles qui concernent la fornication ou bien l'absorption d'alcool, l'esclave est soumis à la moitié seulement des peines qui sont infligées à l'homme libre. Petit avantage en quelque sorte en passant, mais avec aussi la marque d'une stigmatisation. Le talion, le qisas, ne s'applique pas pour le meurtre d'un esclave. Un esclave qui est tué, on doit régler son prix. Mais il ne peut pas revendiquer légitimement le fait de lui-même, ce que normalement tout musulman peut revendiquer, la rétorsion, le talion, mais pas l'esclave. L'aveu de l'esclave dans les questions de propriété est identique à rien, il ne vaut rien, il n'est pas recevable. Et le lien de mariage, ce qu'on appelle la isma, même quand l'esclave est marié à une femme libre, est dissous par le prononcé de 2 formules de divorce et non pas par 3 comme ça se fait chez les hommes libres. Tout ça, c'est les traits de distinction entre donc l'esclave et l'homme libre. Il n'est pas tenu non plus d'assister à l'office du vendredi, ce qui peut favoriser les corvées que le maître éventuellement lui demande. Alors, depuis l'arrivée des Français, dit le Qadi que je résume ici, avant l'arrivée des Français, disait, je cite là, les gens les possédaient, c'est-à-dire les esclaves, comme les autres animaux, que ça et les mawachis, chameaux, bovins, caprins. Quand un père donnait à ses enfants une partie de ses animaux, il leur donnait aussi une partie de ses esclaves. Quand une femme se mariait, elle partait de chez elle avec les animaux et les esclaves. Celui qui se trouvait dans le besoin de vendre quelques esclaves le faisait, mais, ajoute le maître, ce qadi, mais quoique licite dans notre religion, leur vente était rare, sauf en cas de misère ou de nécessité extrême. Ce qui est effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'esclaves qui sont d'anciens esclaves qui sont très liés à leur maître, quand même, malgré tout, notamment par des liens d'allaitement. Hein. D'ailleurs, il y a un historien américain qui s'appelle Charles Stewart, qui disait le lien de lait qui se crée entre les esclaves et leur maître est aussi une façon de les préserver, d'épouser les femmes esclaves, en tout cas d'avoir des relations sexuelles avec elles, parce que ce sont des sœurs de lait. Les sœurs de lait ne sont pas épousables en termes musulmans. Donc, il dit aussi que les esclaves, l'usage de ces esclaves dans la société morte traditionnelle, qui était une société essentiellement nomade, hein, était lié à l'entretien du bétail, au service domestique, au forage des puits à leur entretien, qui pouvait être un exercice extrêmement dangereux. Et ils ont aussi peu accès à la terre. Je souligne ici que c'est une société qui n'avait pas... c'est pas les mines du Lorient en Grèce ou la Louisiane des années 1860. Hein, c'est une société très éclatée démographiquement, et dans laquelle les esclaves étaient surtout employés à des tâches domestiques, à des tâches qui concernaient l'entretien du bétail. Mais quand il s'agissait des questions foncières, et là aussi Béram en a souffert personnellement parce qu'il s'est battu sur des questions d'accès à la terre est un bien tribal collectif qui appartient d'abord au maître. Et quand les anciens esclaves ou esclaves travaillent sur ces terres, ils sont en général des métayers plutôt que des possesseurs, donc ils ne peuvent pas revendiquer une vraie et éminente propriété de la terre. Tout en insistant sur ces aspects négatifs, le Qadi va quand même développer un certain nombre d'éléments qui sont à la décharge de l'islam dans cette affaire. Il dit, le Qadi, que le Coran présente le fait de libérer les esclaves comme quelque chose d'extrêmement recommandé par la religion musulmane. L'islam a également interdit la prostitution des femmes organisée par leur patron qui existait apparemment dans l'Arabie pré-islamique. Il dit de les habiller, enfin c'est pas l'islam, le Coran qui le dit, mais en tout cas le hadith dit habillez-les des mêmes vêtements que vous et nourrissez-les de la même nourriture, ce qu'évidemment les gens ne font pas en général, parce que là on est dans le versant, si vous voulez, conditionne non plus le versant statut. Il relève aussi, selon le Mukhtasar de Khalil, incinéré par notre ami Béram ici présent, que l'abolition, que
il est fait obligation aux maîtres hein, d'entretenir leurs esclaves, et s'ils se refusent, s'ils s'en montrent incapables, l'autorité publique doit procéder à leur vente, à la vente des esclaves, pas les libérer, mais les vendre. Hein. Même chose s'ils leur imposent des tâches qui excèdent leur capacité. Et celui qui blesse ou mutile son esclave se voit imposer sa manumission, c'est-à-dire son être en arabe, par l'autorité publique. Il est certes permis de corriger, dit-il, les esclaves, ça c'est Juzut Adiboum, s'il le mérite, à condition qu'il le mérite, mais à condition que cela n'occasionne pas des plaies significatives ou des fractures de membres. Ça c'est la version qui se veut soft un petit peu de cette entreprise de traitement des esclaves. Et le Qadi dit que c'est très bien aussi de les émanciper, bien sûr. D'ailleurs, dit-il, le prophète a dit que si vous libérez un esclave, si vous libérez un coup, à l'arabe, comme on dit en arabe, chaque membre de votre organisme va se voir épargner les traitements douloureux de l'au-delà, c'est-à-dire l'enfer. Et en même temps, ces émancipations entrent aussi dans des processus expiatoires très codifiés en islam. Par exemple, dans le cas de formulation d'un divorce de type rihar, comme on dit les juristes, on peut annuler ce divorce en libérant un esclave. Le Coran stipule également que la libération d'un esclave annule l'effet des faux serments et permet de réparer des compensations pour des meurtres non intentionnels. Libérer un esclave peut aussi compenser le non-jeûne délibéré du mois de Ramadan. Si vous n'avez pas à faire le Ramadan, vous pouvez libérer un esclave, ça vous libérera de la question. Le Qadi rappelle aussi les propos émancipateurs et les exemples pratiqués par les compagnons du prophète, il en cite un certain nombre. De même d'ailleurs, pour attester la véracité et l'enracinement ancien de ce statut dans l'univers musulman, il cite aussi les noms d'un certain nombre d'esclaves, y compris l'esclave que possédait le prophète lui-même. Et bien là, on m'a mentionné tout à l'heure le nom de Bilal, ce premier réputé imam, enfin pas imam, mais muezzin de l'islam, qui a été émancipé par le premier calife, Abu Bakr. Alors je vais conclure, parce que j'aurais pu être un peu plus long, mais pas le propos. Il faut que je conclue. Donc, qu'est-ce qui reste de cette situation? Ça, c'est la grande question que les militants sans doute posent et pour laquelle ils luttent. A-t-elle beaucoup changé depuis le temps de ce que ce Qadi des années 1920 résumait la situation? La colonisation n'a pas vraiment, alors qu'elle était pourtant motivée par des soucis humanitaires officiels. Il y a eu, vous savez, ces villages de liberté, les anti-esclavagistes, les abolitionnistes des années 1850-1860 étaient assez mobilisés pour cette question de l'émancipation. Mais une fois arrivés sur place, les choses se sont un petit peu atténuées dans leur esprit. Et la colonisation n'a pas cherché vraiment à éradiquer l'esclavage. Elle a cherché à mettre un terme à la traite, à la vente des esclaves, mais pas à la suppression. Les centres administratifs également qu'elle a créés ont commencé à servir un petit peu de lieu de refuge, pas toujours très sûr, parce que certains maîtres, anciens maîtres, pouvaient venir chercher leurs anciens esclaves, et parfois ils y arrivaient, mais pas toujours. La constitution de Mauritanie indépendante de 1960 officiellement reconnaît l'égalité de tout le monde, c'est une constitution fondée sur les droits de l'homme aussi. Il y a eu plusieurs abolitions, dont une à partir de 1980, la première récente, même si là j'ai regardé un sorte de sondage qui avait été fait auprès des fuqaha du pays, de certains des plus importants d'entre eux, qui ont en général donné un avis négatif à cette émancipation, en disant qu'elle était inscrite dans les textes canoniques islamiques et que ça touchait donc gravement, en quelque sorte, au corpus des valeurs reçues et attestées. Il se pourrait, selon moi, ça c'est une observation personnelle, mais j'ai fait quelques briques d'enquête au cours d'une trentaine d'années, avant les 20 dernières années, parce que ça fait 20 ans que je suis plus là-bas. J'avais remarqué que, notamment la grande sécheresse des années 60-70 a poussé énormément de monde à la sédentarisation et à la villagisation, voire à l'exode vers des villes de plus de 5000 habitants. Or, l'esclavage souffrait de l'éparpillement dans lequel il était inséré, l'éparpillement des nomades notamment. Et quand les nomades sont sédentarisés, on parlait de 65% des nomades en Mauritanie avant 1965. Et les statistiques, je crois, les recensements des années 2000 donnaient un chiffre de moins de 5%. Donc les nomades se sont massivement sédentarisés.
Le phénomène urbain également, on a parlé, dans les années 55, il existait peut-être 5% de gens qui étaient dans des agglomérations de plus de 5000 habitants. Aujourd'hui, ils sont près de 50% de la population vivant dans des villes de plus de 5000 habitants. Et la capitale mauritanienne, donc Nouakchott, compte probablement un tiers de la population de la Mauritanie, c'est-à-dire au-delà sans doute d'1 million d'habitants. Et pour finir, il a été question aussi pas mal de ça, du rapport entre tradition, statut légal et conditions. Et la religion et la tradition se mêlent très profondément dans cette affaire, même si on peut aspirer à rénover un islam et à présenter un islam plus humain ou plus humaniste. Je dirais que le temps de la tradition n'est pas le même que le temps de la législation, en tout cas au sens de la législation moderne. Et que même dans des sociétés, c'est Foucault qui disait ça, il parlait des sociétés qui sont des sociétés historiquement à pente très faible. Ce sont des sociétés qui n'évoluent que très très peu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai ramené vers le XIVe siècle, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement bougé depuis le XIVe siècle en Mauritanie. Et ça, si vous voulez, ça montre que pour que ça bouge, il faut vraiment des secousses sociales très profondes, peut-être des révolutions, mais à défaut de ce type de moyens de dissolution de ces traditions, je crois qu'il est extrêmement difficile de faire que la législation, par exemple, puisse modifier considérablement les choses. Et on a, par exemple, aujourd'hui, effectivement, ça a été constaté, même sans sociologie précise de ces groupes, que l'immense majorité de ces anciens esclaves sont les parties les plus pauvres de la population, la plus exploitée, la plus marginalisée, sans être des esclaves au sens de la définition que je vous donnais au début de ce propos. Mais ça revient en quelque sorte à quelque chose qui est très proche de ça, étant donné la difficulté du statut qu'ils connaissent. Voilà, je vous remercie. Voyage. C'est globalement, majoritairement constitué de ressortissants mauritaniens. Et je suis aussi l'initiateur du mouvement Gambalaro Fédé. Et en bon français, on peut dire groupement pour la défense, pour l'égalité en dignité en droit. Pardon, groupement pour l'égalité en dignité en droit. Alors, ce mouvement, pourquoi ce mouvement? D'abord, c'est pour poser le débat de cet esclavage par ascendance. Parce que dans la corporation élitiste, je le connais pas mal, cher académicien, dans cette corporation élitiste, c'est très facile de mener les recherches, publier des livres, faire des conférences, des séminaires. Mais tant que la société, les personnes concernées, ne posent pas le débat, on n'avance pas. Et pourquoi la difficulté de poser le débat? La difficulté de poser le débat part primo du fait d'un complexe. Parce que dès que, si vous êtes d'extraction nobiliaire, vous voulez poser le débat, on dit que vous voulez régner vos ancêtres. Quand vous êtes d'extraction servile, vous voulez poser le débat, on dit que soit vous êtes jaloux, ou également vous voulez régner vos ancêtres. Donc, ce qui veut dire qu'il était très dur, très difficile de poser le débat. Et moi, aujourd'hui, je profite de l'occasion. Je salue tous les jeunes soniqués, universitaires, intellectuels, ou acteurs de droits de l'homme soniqués qui ont eu le courage de poser ce débat. Parce que c'est à saluer. Hors de la communauté soniquée, on croit que c'est facile. On croit que c'est acquis. Mais pour un jeune universitaire qui est dans la communauté soniquée, c'est de quoi je parle. Et ceci dit, je voudrais rebondir quand même par rapport à la contextualisation historique de notre ami, j'ai oublié son nom. Pardon? D'accord, donc voilà, donc excusez-moi, parce que voilà. Donc c'est par rapport à la contextualisation historique, je voudrais aimer quand même que vous évoquiez les villages de liberté. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu quand même des gens qui ne voulaient pas cet esclavage-là. Mon village en fait partie. Pour qui connaissait Libabi, par exemple, ce qu'on appelle à tort quartier de Bambardou, en fait, ce n'est pas un quartier. C'est un village qui est fondé en 1905. C'est vrai, les fondateurs, le noyau, ne sont pas tous esclaves. Mais ils ont créé des conditions qui font que ceux qui ne voulaient pas suivre leurs esclaves, ils viennent, ils s'installent par eux. Donc au début, c'était 50 cases, après ça a grandi. Après, ces mêmes personnes qui ne voulaient pas la domination des Français, ils ont parti créer un autre village, non loin de Gorée. Donc j'aurais aimé quand même que ces éléments-là de référence, que vous les évoquiez quand même dans le contexte historique. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, comme a dit mon frère Malani Camara, nos militants, ils sont confrontés à un harcèlement judiciaire sans précédent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la communauté soniquée? C'est qu'il y a une remise en cause des... Parlez sur le micro. Voilà, donc il y a une remise en cause
des cibles. Parce que si vous posez un combat, vous posez une lutte. Pour lutter une tare, il faut cibler. Qu'est-ce qu'on cible? Donc on cible ce que j'appelle, moi, les deux institutions de la communauté soninké. Donc la communauté soninké, à mon avis, à mon sens, à mon humble avis, tourne autour de deux piliers. C'est l'imama et la chefferie coutumière. Quand je parle des réformes de l'imama et de la chefferie coutumière, je me fais inciter tout le temps, je me fais caricaturer. Mais sauf que c'est juste une proposition, c'est pas un décret. Une proposition n'est pas un décret. Je ne veux pas pourquoi, et c'est tabou de demander la réforme de l'imama. Par exemple, il y a eu tout récemment un problème à Koumando par rapport à la mosquée. Il y a des gens de Koumando ici, peut-être que s'ils auront l'occasion de parler, ils vous donneront des détails. Donc, le temps est limité, je vais quand même être loin. Voilà, donc je salue aussi mes compagnons de lutte, le Rassemblement malien, dont le vice-président, M. Camara. Merci beaucoup. Merci.